souvent, on a la perception qu'on dit que ça coûte cher, mais si on entend ce message-là, c'est parce que souvent le mindset, la mentalité, la manière que les gens le véhiculent, c'est qu'ils voient ça comme étant une dépense. Alors que c'est essentiel de le voir comme étant un investissement. C'est pas juste pour utiliser le mot investissement pour éviter finalement que ça va coûter cher. C'est vraiment pour dire pourquoi ça coûte cher, mais finalement, qu'est-ce que ça va rapporter? C'est essentiel de pouvoir mesurer le retour sur investissement puis mesurer ça avec des différents indicatifs clés de performance. Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Mathieu Turgeon, Product Owner chez OpenMind, Dev2CEO, Legacy Recoding. Merci d'être des nôtres une fois de plus. Comment vas-tu, Mathieu, aujourd'hui? Très bien, ça fait toujours plaisir de partager mes grandes connaissances avec vous. On est toujours content de t'avoir sur le podcast avec ta grande expérience, autant chez nous ici dans l'équipe que dans le domaine. Encore une fois, un sujet, je pense, pertinent qu'on va pouvoir creuser aujourd'hui. On a tourné d'autres épisodes ensemble, entre autres, épisode 15, la règle du 20-30-50. Je vous en dis pas plus sur qu'est-ce que cette règle-là, mais allez l'écouter. Et on a tourné également les 7 conseils pratiques pour une mise en production réussie, épisode 32. Les 2 épisodes seront dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on veut démystifier la fameuse idéologie qu'un développement logiciel, ça peut coûter cher. Donc, on va expliquer pourquoi ça peut rapidement monter en dollars en budget. On va essayer de ramener ça dans une logique un peu de langage humain. On va comparer ça à la construction. Mais avant d'expliquer pourquoi ça peut monter vite un développement logiciel au bout de la ligne, je pense qu'il faut réussir à voir ça sur un autre angle, Mathieu. Hein? Oui, en effet, parce que souvent, on a la perception qu'on dit que ça coûte cher, mais si on entend ce message-là, c'est parce que souvent le mindset, la mentalité, la manière que les gens le véhiculent, c'est qu'ils voient ça comme étant une dépense. Alors que c'est essentiel de le voir comme étant un investissement. C'est pas juste pour utiliser le mot investissement pour éviter finalement que ça va coûter cher. C'est vraiment pour dire pourquoi ça coûte cher, mais finalement, qu'est-ce que ça va rapporter? C'est essentiel de pouvoir mesurer le retour sur investissement puis mesurer ça avec des différents indicatifs clés de performance. Et pour ce fameux retour sur investissement-là que je pense qu'on ne met pas assez de l'avant ou qui n'est pas assez pris en compte dans un développement logiciel, je vous donne un exemple concret. Là. Un client qui est venu nous voir pour nous exprimer qu'il voulait automatiser tout ce qui était au niveau des bons de commandes clients, la création des commandes également automatique dans le système, son ERP, son système en place ne faisait pas bien la job. Et là, on s'est assis avec lui, on a évalué le projet et ça coûtait à peu près 100 000. Et là, la réaction du client, c'est « Mon Dieu, ça coûte donc bien cher ». On dit « Attends une minute, on va aller un petit peu plus loin ensemble ». Et c'est ce qu'on fait beaucoup plus maintenant avec les clients ici chez OpenMind, Dev2ceo, Legacy Recoding. On a dit « On va aller creuser combien ça te rapporte ». Et là, on est parti en croisade pour regarder que ce client-là avait une équipe de 3 personnes à l'administration qui étaient dédiées à ce processus-là. Et ça nous aurait probablement permis, ça nous a permis au bout de la ligne de sauver un salaire qui, avec les bénéfices marginaux, valait 75 000 annuels. Et on pouvait envisager 50 000 de gains par rapport à des erreurs qu'il y avait de transcription ou du côté humain. Donc, on parle de 125 000 de gains annuels. Et là, souvent, les gens vont s'arrêter là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder c'est quoi la durée de vie de ce fameux système automatisé-là, de ce fameux logiciel-là. Donc, une durée de vie, si on fait bien le logiciel et on fait une belle maintenance, on en parle dans nos épisodes de maintenance, on pourrait éviter une réécriture à travers le temps. Donc, il n'y a pas nécessairement de durée limite de temps du système. On va quand même en mettre une aujourd'hui pour le bien de l'exercice. On va se dire un 7 ans. Donc, c'est 125 000 de gains pendant 7 ans. Là, vous allez me dire, attends, Jonathan, il y a des coûts de maintenance par rapport à ça. Je vais vous répondre, vous avez entièrement raison. Toutefois,
généralement, l'entreprise devrait être en croissance à travers le temps si elle utilise les bons outils pour avancer puis aller chercher la croissance. Le gain de 125 000 par année à travers le temps devrait se transformer en 130 000 par année, 135 000, 145 000. Donc, pour le bien de l'exercice présent, je vais annuler les coûts de maintenance par le gain croissant qui va se faire par la croissance de l'entreprise. Donc, on va rester des mathématiques simplifiées. 125 000 de gains pendant 7 ans donne 875 000 de gains pour un coût initial de 100 000. Et là, souvent, les gens vont s'arrêter là. Moi, ce que je dis, allez un petit peu plus loin que ça, là. Regardez votre rendement annualisé sur votre investissement de la même manière que si vous avez pris cet argent-là puis vous l'aviez placé en bourse ou que vous l'avez placé dans un autre investissement. Si vous faites les maths, 100 000 pour automatiser cette fonction-là dans votre organisation, qui au début avait l'air très cher, vous rapporte 36 de rendement annualisé pendant 7 ans. Et ça, c'est si, dans 7 ans, on réécrit complètement le logiciel ou cette fonctionnalité-là. La réalité, si on fait une belle continuité de maintenance, on va pouvoir aller à 9, 10, 12, 15 ans et ainsi de suite, et pas nécessairement avoir une fin de vie à ce logiciel-là qui est imposé par la technologie, mais plutôt par le changement qui va s'opérer dans votre organisation. Et là, pensez-y, quel placement peut vous donner 36 de rendement par année minimum pendant 7 ans? Et là, je mets un grand blanc dans la conversation parce que c'est rare qu'on peut aller chercher un retour sur investissement aussi élevé que ça. Donc, c'est là qui est super important pour les gens quand on aborde un projet d'automatisation, donc de développement logiciel dans votre organisation. Le but, c'est de dégager plus de profit, plus de rentabilité. Regardez pas juste combien ça coûte. Regardez combien ça rapporte sur une base annualisée, sur une certaine échelle de temps qui est logique de vendre. En fait, puis ça, c'est un rendement ROI pur, vraiment au niveau financier. Mais il y a d'autres gains aussi, il y a d'autres aspects aussi qui fait que ça rapporte aussi l'investissement qui peut être fait là. Exactement. Et ça m'amène sur le sujet que nous, quand on évalue des projets avec les clients, on le regarde sur 3 catégories, dans le fond, de rendement ou de retour sur investissement. La première catégorie, c'est le retour sur investissement direct, celui qu'on vient de calculer. Le deuxième élément, c'est la résilience de main-d'œuvre. Parce que vous avez peut-être quelque chose dans votre organisation présentement qu'on a de la difficulté à calculer des chiffres de rendement très précisément, mais qui vient vous immuniser contre la problématique de main-d'œuvre qu'on a actuelle qui peut vous freiner dans votre organisation ou créer vraiment un chaos dans les prochaines années à travers le temps. Donc, il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir dire « Jonathan, je m'en fous complètement du retour sur investissement. Je veux juste ne plus dépendre du marché de la main-d'œuvre pour cette fonction-là dans mon organisation parce que c'est une épine dans le pied qui est continuelle puis qui ne fait que grandir. Puis il n'y aura plus de pied éventuellement, il va y avoir juste une épine si ça continue comme ça. » Donc, première catégorie, la ROI direct qu'on a calculé tantôt. Deuxième catégorie, la résilience de main-d'œuvre. On peut dire go, on y va de l'avant avec un projet parce que juste ça, ça vient m'aider contre cette problématique-là. Et la troisième catégorie, c'est un retour sur investissement stratégique. Donc, si vous dites, moi, je vais être le meilleur dans mon industrie pour le service à la clientèle, par exemple, et qu'on développe un outil pour le service à la clientèle pour amener ça à un autre niveau, eh bien là, vous venez vous démarquer de la compétition. Il n'y aura peut-être pas un ROI direct, mais il y a un ROI stratégique pour vous démarquer de la compétition, devenir différent des autres et aller gagner des parts de marché supplémentaires. Donc, il ne faut pas juste regarder le dollar sur dollar en retour, mais il y a la partie résilience de main-d'œuvre et la partie stratégique qui est extrêmement importante. On a vu des gens dans le marché qui ont fait, exemple, affaire avec nous, avec qui on fait encore affaire, qui ont investi des sommes considérables pour se démarquer de la compétition et que ça fait toute la différence au bout de la ligne pour les amener au prochain niveau puis dégager plus de profit. Mais c'est plus difficile à calculer en dollars au départ. Par contre, Mathieu, je pense qu'on a des petites choses qu'on peut faire pour les clients pour les aider à calculer ou à mesurer, là. Ben, tout à fait. Avec le temps, on a pu réussir à se construire des outils pour calculer et mesurer mieux les différents retours sur investissement selon le module, selon le processus d'affaires qu'on veut réussir à optimiser. On l'a fait en partenariat avec d'autres firmes externes, avec d'autres partenaires. Et puis là, c'est beaucoup de notre analyse d'affaires qui fait en accompagnement avec nos clients. En fait, c'est essentiel quand on démarre un projet qu'on puisse gratter justement c'est quoi les retours sur investissement pour pouvoir crédibiliser le projet puis s'assurer finalement qu'on va atteindre l'objectif
pas de créer justement que ça devienne une dépense ou juste on investit, puis mais sans retour sur investissement. Le but, c'est de pouvoir focuser qu'est-ce qu'on veut réussir à modifier puis à optimiser. Donc, c'est pour ça que nos outils aident beaucoup à avoir la discussion en fait avec le client. Et c'est vraiment un échange qui vient avec. On peut pas réussir à trouver c'est quoi on peut déterminer la variable. Par contre, le calcul, pas de, pardon, je veux dire, le chiffre, ça va être le client qui va pouvoir nous le donner. C'est justement, c'est quoi les coûts en termes de salaire. On peut faire des suppositions, mais on essaie justement de pouvoir d'ajuster notre outil de mesure en fonction des résultats, je dirais même pessimistes. Là. Pratiquement dans le pire des cas, au bare minimum, qu'est-ce que vous allez réussir à gagner? Le but, c'est pas de lancer un chiffre que ce soit dans le meilleur des mondes, finalement, on va réussir à gagner 90% d'efficacité sur tous les processus, mais on va dire, OK, mais au minimum, clairement, on va avoir au moins un gain à ce niveau-là pour arriver avec un total, finalement, du ROI à la fin du compte. Et c'est là qu'un partenaire comme OpenMind, on peut venir apporter un peu d'intelligence dans tout ça. Si vous voulez calculer ou mesurer ces potentiels retours sur investissement-là, faites-nous signe. Et on a différentes manières de l'analyser. Je retourne à mon exemple de tantôt. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais si on sauve un salaire, c'est pas vrai qu'on va mettre la personne dehors. Vous avez tout à fait raison. On peut rajouter par contre un facteur d'attrition, de dire généralement, la rotation de vos joueurs est, par exemple, sur 3 ans. Vous allez perdre une personne dans cette équipe-là aux 3 ans. Fait qu'il n'y a pas ce morceau-là de retour sur investissement sur les 3 premières années, mais vous allez l'avoir sur les 4 prochaines années par la suite. Et généralement, le rendement va être encore aussi bon ou meilleur que la bourse. Vous allez dire, OK, ça fait du sens, on peut y aller de l'avant, puis ça vaut la peine d'aller automatiser cette portion-là de mon organisation. Mm-hmm. Donc, on vient de beaucoup parler de retour sur investissement pur, stratégique ou de résilience de main-d'œuvre. Maintenant, je veux vraiment qu'on s'attaque à pourquoi ça peut monter vite un développement logiciel. C'est pas évident pour les clients de comprendre. Souvent, les gens pensent que ça prend 2 minutes programmer une interface, quelques lignes de code, on tapoche un peu sur le clavier, c'est fait, c'est réglé. C'est vraiment, vraiment pas comme ça. Donc, on veut démystifier aujourd'hui puis essayer de donner un peu plus de transparence. C'est quoi les expertises surtout là, qui sont requises, mais d'essayer d'amener ça un petit peu dans le monde, un parallèle de monde de la construction qui est plus facile pour les gens à comprendre. Fait que Mathieu, explique-nous ça un petit peu au niveau de l'expertise. C'est quoi la quantité d'expertise à peu près qu'on a de besoin et en quoi ça se compare là, au domaine de la construction? Oui, en fait, l'entreprise, la construction, c'est une bonne analogie parce que on va retrouver des fois l'entrepreneur général qui fait tout. C'est vraiment une seule personne, un one-man show qui va arriver, puis il va faire la plomberie, il va faire l'électricité, il va faire toutes les étapes. Il va dire, il me semble qu'il ne m'a pas coûté cher. Oui, mais ça va peut-être arriver finalement que les résultats seraient peut-être pas totalement le même niveau de qualité que ce qui était souhaité. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il arrive le phénomène, comme dans la construction, en termes de développement, qu'il y a de l'expertise pour chacun des volets. Puis on s'est amusé à trouver l'équivalent, en fait, pour le domaine. On a sorti environ une dizaine pour vous donner l'expérience. Donc, on imagine au départ, quand le projet, finalement, démarre, autant en construction, on va dire, tu vas avoir l'architecte. L'architecte va commencer à faire le plan. Ça va être la même chose, en fait, du côté de développement. Il va y avoir un architecte aussi au niveau de la solution qui va définir comment réussir à planifier la solution de logiciel pour réussir qu'elle soit solide, selon les normes, selon les bonnes pratiques, etc. Donc, il va définir comme un peu un plan pour essayer d'aider le reste des développements après ça à bien partir la chose, ce qui est la même chose en fait en construction. Je fais un parallèle, Mathieu, sur l'architecte, parce que des fois, c'est difficile pour les gens de comprendre pourquoi on aurait besoin d'un architecte pour un développement logiciel. Je vais essayer de donner un exemple le plus clair possible. Si vous construisez un building qui est supposé d'accueillir 100 personnes par jour, ou un building qui est supposé d'accueillir 10 000 personnes par jour, le plan de match va être différent au niveau de la structure, au niveau des fondations, au niveau de comment ça va être construit. C'est la même chose avec votre développement logiciel. Combien de personnes ça doit accueillir par jour? C'est quoi le volume de requêtes qui va être fait? C'est quoi la rapidité qu'on a de besoin? C'est quoi la résilience qu'on a de besoin à travers tout ça? C'est quoi la solidité du système? On peut aller dans un système extrêmement solide, mais les coûts montent plus vite. On peut aller dans un système ça va être une résilience standard, qui va être des coûts plus standards. Donc, l'architecte va être là pour vraiment réfléchir à comment bien bâtir la solution pour être capable de répondre aux requis à ce moment-là de volume, de résilience, de sécurité, pareil comme un bâtiment. Mathieu? En fait, il va se passer en collaboration aussi avec l'analyste, qui est peut-être plus en fait la partie designer au niveau de la construction. C'est que les deux personnes vont travailler de pair, l'analyste et l'architecte, pour justement dire, à la limite, oui, je planifie que dans 2 ans, il va y avoir, je sais pas, 1000 personnes qui vont aller dans ma maison. Mais je suis pas sûr. Puis je veux pas non plus dépenser pour qu'il y en ait 100 000 nécessairement.
OK, on va commencer avec le minimum, mais je vais planifier par contre qu'il va y avoir de la place pour pouvoir réussir à l'agrandir. Ou la fondation, ça, on n'a pas le choix, il faut faire le maximum, il faut investir plus sur la fondation pour permettre justement d'agrandir ou de pouvoir réussir à supporter finalement les gens qui vont avoir là. Donc, ça va arriver dans le développement de l'échelle parce qu'on peut bien faire, on va faire de quoi qui va être bon pour 10 personnes, mais si vous savez finalement qu'on voit dans vos objectifs d'affaires que vous allez faire fois 20 dans 5 ans, ben, peut-être aussi bien finalement le construire tout de suite, ou vous assumez qu'il va y avoir un investissement qui va arriver plus tard, qu'on va devoir peut-être redéfaire quelque chose au niveau du logiciel pour pouvoir le refaire après. Donc là, c'est là qu'il va y avoir une stratégie, puis on va avoir une discussion pour voir qu'est-ce qui est plus rentable à l'investir immédiatement pour avoir une très grosse fondation forte pour être rapide, ou on le planifie sur le plus long terme. Je fais une petite clarification ici, Mathieu. On parle de l'analyste qui est équivalent au designer. On parle d'un designer fonctionnel et non d'un designer d'intérieur. On va y revenir au designer d'intérieur un petit peu plus loin. Donc, petite nuance qui est importante. Oui, merci, désolé. Sinon, bien évidemment, dans les deux cas, il va toujours avoir un chargé de projet qui veut mener la barque, il va s'assurer finalement que tout est dans les temps, dans les coûts, etc. Donc, chargé de projet, c'est assez classique. Justement, pour la partie designer, ben, tu l'as bien dit, là. Donc, pour tout ce qui dirait plus look and feel à l'intérieur de la maison, il va y avoir le designer d'intérieur qui va déjà planifier à l'avant, même avant même qu'il installe le premier cadre qui déjà va commencer à peinturer. Évidemment, il va déjà préparer le terrain pour dire, bon, les maisons vont être disposées comment, voici, je compte avec la luminosité, on va faire ça comme telle manière. Les gens qui vont rentrer, est-ce qu'ils devraient rentrer puis ils devraient avoir une place pour mettre les souliers, mettre un manteau à cet endroit-là ou pas? Donc, il y a la manière que les gens vont se promener et comment ils vont se sentir en se promenant dans la maison. Ça va être la même chose pour, en fait, le designer ou le stratège UX, UI, qui est la partie interface et la partie expérience utilisateur. Donc, ça, c'est une expertise justement pour s'assurer que le processus dans le logiciel soit efficace et le plus optimal et surtout très intuitif pour les personnes, pour éviter que la personne commence à rentrer dans le logiciel puis il fasse OK, c'est bien beau, là, je suis rentré, mais je m'en vais où après, par la suite, là. Donc, ce serait Qui est vraiment trop souvent négligé. qui maintenant est très négligé. Et je fais une parenthèse, on se bat avec les clients pour réussir à les mettre du budget là parce qu'ils pensent que ça va être parfait même si on n'en met pas d'argent là. Et ça prend du temps à réfléchir à comment on va bien faire l'expérience client, l'expérience utilisateur, que ça soit beau. Et c'est ce qui va garder la valeur de votre système, entre autres, à travers le temps, ça et la maintenance. Ne négligez pas du budget au niveau du UX, UI. C'est comme si vous achetez ou vous construisez un building de 100 millions, mais que vous mettez 10 $ pour un designer d'intérieur. Ça fait aucun sens. Donc, je Oui. m'excuse de surligner ça en gras, mais c'est notre cheval de bataille présentement, là. En fait, c'était reconnu statistiquement que l'investissement en termes de UX est rentable sur le long terme. Et même 5 minutes, c'est quand même exagéré, mais c'est pratiquement 20 fois plus rentable de le faire dès le départ plutôt que de dire ah, je le ferai plus tard. Parce que les gens, dès qu'ils vont rentrer dans notre interface intuitive et fonctionnelle, le principe, c'est qu'ils vont plus facilement intégrer, ils vont plus vite utiliser l'application. Et donc, justement, si ça a un gain sur vos processus, s'ils utilisent plus souvent et plus rapidement, ça fait que vos processus est plus rapidement amélioré. Donc, votre retour d'investissement est plus tôt dans le processus que de dire ah, ça a pris 3 ans avec les gens s'en servent comme il faut, de la bonne manière, etc. Donc, c'est pour ça que l'investissement UX et UI est important dès le départ. On tombe ensuite sur le côté un petit peu plus, je dirais pas technique, mais vraiment développer des lignes de code. Donc, on tombe le côté développeur. On pourrait séparer en deux types d'expertise des développeurs. La première, c'est le développeur back-end. Mathieu, parle-nous un petit peu de ça. Oui, ben en fait, ça pourrait être un podcast à part entière. Je crois qu'on en a fait un. Je pense qu'on pourra l'expliquer plus tard. Mais en fait, globalement, le développeur back-end, c'est ce qui est construit derrière les murs. Dans le concept de la construction, c'est tout ce qui va être au niveau ventilation, électricité, plomberie. Donc, ça regroupe un panel de différents développeurs, mais surtout qui développent ce qui ne se voit pas. Donc, vous pouvez dire, OK, mais pourquoi ça a pris tant de temps juste à afficher tel élément? Ouais, c'est parce qu'en arrière, il a fallu prendre le temps de bien le faire pour s'assurer finalement que ça ne va pas briser dans 1 an, 2 ans, 3 ans et que justement que ça va prendre plus de temps avant qu'on ait besoin d'y retoucher. Donc, on va voir à plus long terme et on va s'assurer aussi que ça ne brise pas facilement. On veut que ce soit robuste à ce niveau-là. Donc, même si on pense que ça a l'air simple, il faut quand même que le développeur back-end travaille à justement pouvoir se connecter aux données. On voit ça comme le back-end, c'est plus en fond l'interaction avec les données brutes. À l'inverse, tu vas devoir le développeur front-end, qui est tout ce qu'on peut voir. Donc, tu vas le poseur de JIP,
les peintres, les gars de plongée. Donc là, c'est dit, ah, OK, il a fait une bonne job de développeur front-end ou, on va dire, le poseur de gyps. C'est parce qu'en arrière, il y a aussi quelqu'un qui a travaillé à s'assurer que tout soit droit et au niveau, qu'il n'y a pas de boss. Puis c'est pas nécessairement toujours la faute de la personne qui est en avant, ça peut être la personne en arrière qui va avoir fait mal son travail. Donc, le développeur back-end et le développeur front-end doivent travailler de pair pour s'assurer qu'au final, que le client soit satisfait du résultat final de la solution et qu'il n'y ait pas l'impression de dire c'est tel développeur ou c'est telle expertise qu'il y a un défaut. Généralement, il faut que ce soit un tout à ce niveau-là. Septième expertise qu'on aurait, ça serait le spécialiste de base de données. Je me lance pour une analogie en construction. Mathieu, tu me corrigeras, mais c'est un peu comme l'ingénieur en bâtiment qui va réfléchir au niveau de l'électricité, au niveau de tout ce qui est la ventilation pour être certain que ça soit bien composé, que ça soit bien fait, puis que ça tienne la route à travers le temps. Donc, c'est un peu la personne qui va moduler pas la rétention, ben, de notre côté, c'est plus la donnée. Ouais. Mais dans un bâtiment, ben, c'est toute l'interconnexion entre les différents systèmes en arrière pour être sûr que ça fonctionne bien. Là. Ben, en fait, comme je disais tantôt, c'est de planifier, de prévoir ce qui va arriver. Fait que c'est pour arriver que le champ de panneau électrique, ben, il est peut-être fait pour aujourd'hui que ça va bien fonctionner, mais il va laisser de la place pour dire, je sais qu'un jour, on va avoir comme un méga gros lot de données. Là. Donc, on a des bases de données. On sait que ça va grossir puis ça va être exponentiel au fil des 5-10 prochaines années. Donc, je vais tout de suite te préparer que ça va être robuste à ce niveau-là. Puis le panneau électrique est un bon exemple pour ça. Là. Huitième expertise, on parle de DevOps. Ça, c'est honnêtement le morceau qui est le fameux terme qui était à la mode depuis 5 ans, que tout le monde a de la difficulté à comprendre. Explique-nous un petit peu c'est quoi cette expertise-là de DevOps, si on le compare à la construction. Là. Ouais, mettons, je dirais, le comparer à la construction, on dirait que c'est comme un concierge de haute qualité. C'est un peu les termes on a réussi à le trouver. Ça a l'air un peu fourre-tout dit de même, mais c'est le principe que le DevOps est vraiment à s'assurer que, là, que tout est clean, tout est secure. Le concierge, voyons, mettons, à la limite, dans un hôtel, le concierge à l'entrée, il va s'assurer que finalement, c'est représentatif que tout le reste va bien se tenir. Il va s'assurer qu'il n'y a pas des personnes qui rentrent qui n'auraient pas mérité de rentrer aussi. Le DevOps va beaucoup s'occuper au niveau de la sécurité à ce niveau-là, parce que l'interface, le logiciel, plutôt la solution, soit sécure, robuste, puis elle le fait en partenariat avec les autres. Après ça, va pouvoir dispatcher au niveau de l'équipe de dev, au niveau des autres spécialistes pour dire ah, peut-être de vérifier telle chose, ah, peut-être de vérifier au niveau de l'hébergement et il y a de quoi qui est instable ou qui manque peut-être de la performance. Ils vont peut-être pouvoir le faire à certains niveaux, mais c'est surtout je dirais un grand contrôleur à ce niveau-là pour assurer que les participants et que le développement et l'opérationnel puissent, dans le fond, être le plus fonctionnel. Ce qui nous amènerait justement, tu parlais d'hébergement qu'on pourrait comparer un petit peu à un arpenteur, Mathieu. Ouais, ben en fait, l'arpenteur, ce qu'il va, il va donner les limites finalement de ta maison. Il va dire, OK, t'as tant de pieds par tant de pieds, OK, c'est ça l'espace, une pied limite peut-être même en hauteur. Mais le principe de l'hébergement, c'est le même principe, parce qu'on va, pour une solution, on va s'en poser plusieurs questions avant le démarrage pour faire l'analyse. Puis on va se dire, mais pourquoi j'ai cette question-là? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, la grosseur, puis le niveau, le flow finalement de données qu'on va transiger entre les différents postes. Puis je ne connais pas j'en ai pas la réponse à toutes ces questions-là. C'est souvent ça que je vais en entendre, mais on va devoir se faire un devoir de pouvoir aider, accompagner justement au niveau du RTO, RPO, on a fait beaucoup d'acronymes pour définir c'est quoi le niveau que vous attendez pour le support de votre application, puis le support finalement du système. Pour s'assurer finalement que le serveur, il va pouvoir être soutenu et pouvoir à la limite avoir une redondance pour dire OK, ben, est-ce que je suis prêt à supporter que le serveur soit crashé puis ça me prend une journée pour réussir à le rallumer? Je sais pas. Ben, comment ça vous coûte finalement au bout d'une journée? Si vous avez une journée que le système n'est pas up, qu'est-ce qui arrive? Donc, la personne au niveau de l'hébergement, puis elle met du DevOps aussi, là, qui se travaillent beaucoup ensemble, ben, ils vont pouvoir vous aiguiller pour dire c'est quoi le coût que ça aurait de votre côté, puis quel coût quel coût ça a au niveau de l'hébergement aussi, parce qu'évidemment, plus qu'on veut un gros système, plus on veut plus d'espace, plus qu'on veut quelque chose de performant, ben, il y a quand même un coût qui se rapporte à ça. Là, c'est déjà de pouvoir mesurer entre le risque que vous êtes prêt à supporter ou le coût que vous allez pouvoir supporter mensuellement pour réussir à avoir un espace dédié pour la solution qui soit opérationnel à limite peut-être 24 heures sur 24. Là. Et la dernière expertise qu'on démystifie aujourd'hui, qu'on inclut dans la logique du budget requis, c'est tout ce qui est l'aspect de contrôle qualité, Mathieu. Le contrôle qualité, ça dit assez par lui-même le poste, mais nous autres, on le voyait comme pour l'analogie en construction, ça va être l'inspecteur, celui qui va repasser à la toute fin du projet ou parfois même durant le projet, s'assurer bien que le suivi de la qualité est fait de bout en bout. Il va peut-être il peut vérifier
toutes les différentes étapes. Ça va dépendre aussi des solutions, des différents projets, différents clients qu'on a. Ça dépend on peut avoir différents niveaux de contrôle qualité, là, je peux exploser là-dessus. Mais le phénomène, souvent qu'on va dire, ben, c'est à la toute fin du projet qu'on va pouvoir mesurer la qualité, mais ce que la bonne pratique est en général de le mesurer au fur et à mesure pour éviter finalement que tu arrives à la toute fin, puis l'inspecteur il dit ouais, mais attends, t'as oublié de passer les fils dans le mur. Chenoute, faut tout défaire, il faut recommencer, puis là, ça va coûter plus cher. Alors que c'est mieux finalement quelqu'un qui est là, qui est mandaté pour pouvoir mesurer au fur et à mesure que le projet se développe pour éviter d'avoir la mauvaise surprise à la toute fin, puis réaliser que, oups, ta maison, finalement, elle a comme 2 degrés d'angle trop croche vers la gauche. Avoir su, je l'aurais peut-être vérifié un peu plus tôt pour être sûr que ça coûte pas trop cher de le ramener vers la droite. Dans quelques instants, on va exprimer combien de pourcents d'un budget de développement logiciel va aller dans chacune de ces expertises-là. Ça va mieux vous permettre de comprendre pourquoi ça peut sembler aller vite un développement logiciel de la même manière qu'une construction d'un building. On vient de parler de 10 expertises, mais il y en existe beaucoup plus que ça. On a couvert au-delà d'une quinzaine d'expertises dans l'épisode 52 qui répond à la question c'est quoi vraiment la différence entre un concept de front-end, back-end, base de données, compagnie. Là-dedans, on vient vraiment exploser chacun de ces concepts-là avec les sous-expertises dedans qui sont requises pour amener à bien un logiciel. Donc, vous pouvez voir dans les notes de l'épisode 52 pour vous y référer. Et là, je vais juste faire une autre petite mise en contexte. La construction, on est capable de voir que le building a été construit. On voit les murs, on voit la porte d'entrée, on voit le toit. Il y a quelque chose qui est très tangible pour les gens. C'est plus complexe pour les gens de comprendre ce qui s'est passé en arrière-scène pour un développement logiciel. Pour essayer de vous illustrer un petit peu là, à quel point ça peut être beaucoup, beaucoup de travail, on va utiliser les exemples de Windows 3.1. On retourne très loin dans le temps. Windows XP, Microsoft Office et compagnie. Puis on va comparer ça au livre d'Harry Potter, la quantité de lignes d'écriture qu'il y a eu. Donc, si on regarde Windows 3.1, puis on se pose la question, là, combien de lignes de code vous pensez dans cette pratiquement première version? Je dis, c'est la 3.1, mais c'est vraiment la première version qui a été très commercialisée de Windows. Et c'est vieux. Combien de lignes de code vous pensez qu'il peut y avoir là-dedans? Je laisse un petit blanc de 3-4 secondes. Réfléchissez à ça. La réponse dans quelques instants. Et c'est le blanc le plus malaisant jamais fait sur le podcast. C'est 2,5 millions de lignes de code écrites par les développeurs chez Microsoft pour la version 3.1. Si on se rend à la version de XP qui, de mémoire, a été lancée en 98, donc ça fait plus de 26 ans de ça, 45 millions de lignes de code. Office 2013, donc ça fait plus de 10 ans de ça, juste Office 2013, c'était 45 millions de lignes de code. Donc, quand il y a des logiciels qui sont développés, c'est pas vrai que c'est 1000 lignes, c'est fait, c'est réglé. Ça représente vraiment beaucoup de lignes de code potentielles. Juste pour mettre en parallèle, la moyenne des livres d'Harry Potter représente entre 10 et 15 000 lignes. Donc, imaginez, là, juste Windows 3.1, on pourrait le diviser, 2,5 millions divisé par 10 000. Rapidement, je pense que ça va faire aux alentours de 25 000 livres d'Harry Potter qui est écrit là, par les développeurs. Je ne sais pas si j'ai un zéro de trop à gauche ou à droite. C'est soit 2500 ou 25 000, mais c'est énorme le travail qui est fait en arrière. C'est hallucinant et c'est ça qui est difficile pour les clients de voir et comprendre. C'est pour ça qu'on voulait le démystifier en expertise. C'est moins tangible. Maintenant, on l'amène sur un aspect de budget. Où est-ce que les budgets généralement sont alloués en moyenne là, à très haut niveau pour un développement logiciel dans ces différentes expertises-là? Mathieu, on t'écoute. Oui. Ben, en fait, vu que l'envergure des projets qui sont montés, des grandes solutions, puis Windows, c'était un bel exemple, c'est pour ça qu'on voulait parler des millions de lignes de code. C'est presque que plus le projet est gros, plus on a besoin d'experts à ce niveau-là. Un petit projet, on va comprendre que tu n'as pas besoin nécessairement de toutes ces expertises-là. Un petit projet, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais les projets qu'on travaille depuis quelques années, c'est vraiment des projets qu'on a nécessité finalement cette envergure-là pour éviter d'avoir des surprises, parce que même pour un livre d'Harry Potter, il va y avoir quelqu'un, il va y avoir différents intervenants qui vont passer là-dessus parce que l'auteur ne pourra pas penser à tout et pouvoir réviser tout et il n'y aura pas de faute d'orthographe, il n'y aura pas une partie légale aussi là-dedans, donc il y a ce niveau-là aussi là-dedans. Dans notre cas, je dirais les éléments qu'on le sépare, puis là, on a fait vraiment une moyenne. Là. Ça va varier d'un projet à l'autre vu que ça dépend évidemment du contexte, mais on se dit environ l'analyste va prendre à peu près 10% du budget. La partie UX UI, bonne pratique, en moyenne, ça va être autour de 10% aussi. Chargé de projet, assez classique, c'est 15 environ. Le développement back-end et front-end, chacun
on dirait 20, mais c'est un vase communicant, en fait, ça va être environ 40% du temps. Donc, le DevOps, on prend 5% aussi pour réviser le tout. Le spécialiste au niveau de la BD, un autre 5%. On a une marge de manœuvre de 5 et au niveau du contrôle qualité, environ 10. Puis à ce niveau-là, donc là, le total va faire 100, mais c'est que des fois, selon le projet, on va dire, ah, OK, ben là, ça vaut plus la peine de mettre plus d'investissement au niveau du contrôle qualité parce que le système va être sur plusieurs plateformes, plusieurs systèmes, va interagir avec des personnes à travers le monde, à travers le Canada ou l'Amérique du Nord. Donc, ça, c'est pas un investissement là-dessus. On va peut-être réduire peut-être à certains niveaux, peut-être au niveau de la BD, si la BD est peut-être simple, ou l'inverse, ou finalement, il faut gonfler le budget en général parce qu'on ne veut pas nécessairement retirer totalement un spécialiste là-dedans. Donc, c'est pas dire, ah, OK, j'aurais jamais besoin justement de UX, j'aurais jamais besoin d'un analyste ou jamais besoin de quelqu'un qui est bon en BD. Ben non, en fait, ça, je dirais que c'est pas mal le minimum qu'on s'est entendu chez nous pour dire, on peut pas faire abstraction de ça. On peut peut-être réussir à augmenter ou diminuer un peu le pourcentage, mais par contre, on peut pas juste le retirer et dire, ah, mais là, j'en ai pas de besoin. Si on le met, c'est une nécessité, là. Et c'est là que ça amène quand même une certaine problématique quand les gens décident de créer leur propre équipe de développeurs à l'interne de leur organisation en pensant que c'est simple faire un développement logiciel. Il y a souvent des expertises qui sont bafouées ou galvaudées à travers le temps. Et là, c'est comme si on demandait à l'électricien d'aller faire la plomberie parce qu'on pense que c'est un gars de construction, il va être capable de le faire. Ouais. Faites attention à ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de développer une expertise à l'interne puis de développer une certaine pratique, mais assurez-vous d'avoir un partenaire qui peut venir compléter l'expertise que vous avez de votre côté parce qu'on sait que c'est pas évident de savoir ce qu'on ne sait pas. Puis c'est la raison pourquoi on fait ces épisodes-là, pour essayer d'élever la connaissance des gens avec qui on collabore, puis les gens de l'industrie, pour comprendre que pour mener à bien un développement logiciel, c'est pas vrai qu'on fait juste engager un développeur. C'est pas vrai que ça va être simple. C'est comme un projet de construction. Il y a des normes qu'il faut suivre pour être certain que l'immeuble tienne, puis qu'elle garde sa valeur à travers le temps, puis qu'elle soit fonctionnelle. Et c'est là que ça prend plusieurs expertises. Si je résume rapidement, la première des choses, oui, ça peut monter vite le coût d'un développement logiciel, mais super important de faire l'exercice de combien ça rapporte, puis de réfléchir aussi, est-ce que c'est quelque chose de stratégique à mettre de l'avant? J'ai une philosophie de mon côté à moi que toutes les entreprises qu'on voit bouger rapidement vers le haut en croissance, ils ont toute une composante qu'ils intègrent d'automatisation dans leur organisation. Donc, ils font soit à l'interne ou à l'externe du développement logiciel pour réussir à dépasser la compétition. Si vous ne le faites pas déjà dans votre organisation, soit qu'un partenaire externe ou à l'interne, tôt ou tard, il y a un de vos compétiteurs qui va le faire. Et ce qui va arriver, c'est le prix vendant de votre compétiteur va devenir votre cost à vous. Et là, vous allez devenir probablement très en danger dans le marché. Donc, portez attention à ça. Regardez pas juste combien ça coûte de développer un logiciel, mais regardez combien ça rapporte au bout de la ligne, extrêmement important. Et soyez conscient des différentes expertises qui sont requises. Si vous le faites à l'interne, appuyez-vous sur un bon partenaire pour venir couvrir les spécialités restantes. Si vous n'avez pas d'équipe interne, trouvez un bon partenaire. On a un bon épisode justement sur le podcast et des outils en ligne pour vous aider à trouver un bon partenaire. Et vous pouvez l'utiliser contre nous directement chez OpenMind aussi pour voir si on est un bon partenaire et on travaille à chaque jour de l'être. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir également si vous avez un projet de développement logiciel ou si vous voulez de l'expertise supplémentaire dans vos équipes, à la limite aussi qu'on est capable d'apporter dans les différents projets qu'on veut faire avancer pour apporter de la valeur. Mathieu, quelque chose à ajouter avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui? Non, je pense que ça a couvert rapidement en 30 minutes l'ensemble de l'œuvre. Merci, Jonathan. Fantastique. Merci beaucoup de ta participation, Mathieu. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à venir nous écrire sur LinkedIn, Mathieu Turgeon, Jonathan Léveillé. Vous êtes nombreux à nous écrire à chaque semaine pour nous donner un peu de feedback sur les podcasts qu'on fait sur le contenu et également solliciter notre aide sur certains projets. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous rappelle qu'on fait ces épisodes-là avec beaucoup d'énergie, de temps et d'amour et on vous livre tout ça gratuitement. La seule chose qu'on vous demande, c'est de mettre sur pause l'épisode que vous écoutez et de courir électroniquement pour aller mettre un 5 étoiles sur votre plateforme de balado préférée. C'est la seule chose qu'on vous demande. Merci de prendre 17 secondes de votre temps pour nous aider.
Vous pouvez également partager cet épisode-là à quelqu'un que vous pensez que ça pourrait être utile pour amener son organisation à un autre niveau. Merci à tous de nous écouter. Je vous dis à bientôt.